pour toi, Mamat? Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur le plateau du Fishing Club en compagnie aujourd'hui de Gaël Even qui a mis un t-shirt magnifique. Il te va ravir, je tiens à le dire. BBF adhéré. BBF. C'est une belle association. Très très beau. Sylvain Legendre, à tes côtés. Salut Sylvain. Face à vous, messieurs, Alban Choignet. Bonjour. Jean-Christophe David. Salut. Et Nicolas Cadieux. Salut. J'ai dit face à vous, mais en fait, ils sont avec vous, bien évidemment. On va parler du sponsoring dans la pêche, dans ce Fishing Club, et on va se poser la question, est-ce que devenir sponsorisé, c'est devenu un objectif majeur pour trop de pêcheurs, en tout cas un objectif qui arrive trop tôt. On voit de plus en plus de pêcheurs sponsorisés. Bien évidemment, les marques ont intérêt à sponsoriser de plus en plus de pêcheurs pour avoir une communication sur les réseaux sociaux. Et du coup, on a l'impression que ce phénomène explose un petit peu et que les demandes, en tout cas, explosent un peu. Nico, tu gères la communication pour Ultimate. Est-ce que tu constates ça clairement dans les demandes que tu Oui, que clairement, tu reçois? là, depuis 4 ans, là, j'ai de plus en plus de demandes tous les ans. Et de qualité assez médiocre pour beaucoup. Pour une grande partie. C'est une demande pour allez, on jette une bouteille à la mer et peut-être qu'on aura quelque chose gratuit en face. Enfin, c'est l'impression que j'en ai aujourd'hui. Alban, pareil côté Rapala, la marque pour laquelle tu travailles. Oui, Rapala, on reçoit pareil, on reçoit beaucoup, Les mêmes. beaucoup de demandes, des fois les mêmes à mon avis. Ah, vous êtes en copie des mêmes Non, mails? je pense que c'est les mêmes. Ça arrive, ça. Je crois qu'il y en a qui les envoient un petit peu à tout le monde. Après, je me demande si, est-ce qu'on en reçoit plus? Parce que maintenant, il y a aussi les moyens de nous atteindre beaucoup plus facilement via les réseaux sociaux. C'est-à-dire peut-être que dans le passé, il y avait autant de personnes qui voulaient être sponsorisées, mais peut-être qu'ils n'en faisaient pas part de la même manière. Il fallait écrire une lettre avant, surtout. C'est ça, avant, il fallait la écrire une poster. lettre, mettre un timbre, alors que maintenant, on peut ouvrir Messenger sur Facebook et envoyer un message « Bonjour, je voudrais être sponsorisé ». Mais ouais, exactement comme toi, effectivement, on a très peu de demandes étayées. On a beaucoup de demandes où c'est que dans un seul sens, c'est-à-dire, voilà, j'ai envie de recevoir, mais je vous dis pas ce que je peux vous apporter en contrepartie. C'est quoi le sponsorisé idéal pour une marque? Est-ce que c'est on imagine que c'est quand même un bon pêcheur et quelqu'un qui a une surface, une aura digitale, en tout cas qui a des followers, parce qu'aujourd'hui ça se calcule comme ça. C'est quelqu'un qui a les deux ou c'est plus l'un que l'autre? Ça ne se limite pas uniquement à la surface digitale, je pense. Il y a différents profils qui se complémentent et qui peuvent servir les intérêts de la marque au final. Il y a des gens qui vont être très efficaces à un niveau local parce qu'ils sont connus dans leur coin, qui sont chez le détaillant ou qui sont dispo pour faire des portes ouvertes, etc. Il y en a d'autres qui seront doués pour faire des belles photos que la marque va pouvoir exploiter sur son réseau global. Il y en a d'autres qui vont faire quelques vidéos, d'autres qui vont avoir des bonnes idées pour les produits, d'autres qui vont emmener des gens à la pêche. Je pense qu'il y a un peu de tout. beaucoup de profils différents et Qui peuvent être complémentaires. des bons sponsorisés. Est-ce qu'on arrive à déterminer Le meilleur, c'est celui qui réunit tous les critères. Oui, évidemment. Est-ce qu'on arrive à déterminer le sponsoring dans la pêche, le volume de matériel, ou c'est vraiment très disparate selon les marques, ou est-ce qu'on sait à quoi ça correspond à peu près un sponsoring dans la pêche pour savoir de quoi on parle? Déjà, sponsoring, il faut déjà être clair. Hein. En fait, être sponsorisé, c'est simplement donner quelque chose contre du matériel. C'est en aucun cas vivre de la pêche. Parce je crois qu'on a ça aussi. Il y a pas mal de gens qui croient qu'être sponsorisé, c'est-à-dire que c'est être salarié pour aller à la pêche. Ça, en France, ça n'existe pas. C'est pas le cas. Donc, c'est des gens qui ont un métier, qui ont une passion qui est la pêche et qui ont choisi de partager ça. D'avoir une collaboration avec une marque, mais c'est en aucun cas en faire son métier. Il faut aimer les gens aussi, parce que Et pas tous, c'est t'es pas amené obligé. non, pas tous, mais tu es amené à côtoyer quand même beaucoup de monde, sur les salons, sur tout ça, c'est-à-dire que c'est sûr. un exercice aussi. Hein. Il ne faut pas vouloir garder ces spots secrets, les leurres avec lesquels tu pêches secret et la technique avec laquelle tu as pris les poissons secrets. Parce qu'autrement, pour la marque, elle s'y retrouve pas trop. Je crois qu'il faut être passionné et aimer partager sa passion. Et ça suffit important. Et pas que ça, mais... J'ai l'impression, alors moi, vous allez peut-être me contredire, mais j'ai l'impression que les demandes de sponsoring, les gens ont envie d'être sponsorisés de plus en plus tôt dans leur carrière, je vais mettre ça entre guillemets, de pêcheurs. Évidemment, on comprend l'intérêt d'avoir du matériel gratuit en échange de la fourniture de contenu pour une marque, hein, parce qu'il y a une contrepartie, il faut le rappeler. Mais est-ce que ce n'est pas aussi pour s'attribuer un peu et avoir une forme de reconnaissance vis-à-vis des autres pêcheurs en disant « je suis sponsorisé par Ultimate Fishing, donc ça veut dire quand même que j'ai déjà une petite aura et un petit niveau dans la pêche ». Est-ce que c'est pas ça que viennent chercher les gens? Je pense aussi que ces personnes qui viennent chercher ça, là tu disais Ultimate Fishing, mais ça peut être n'importe quelle marque. C'est des personnes qui ont envie de porter une casquette et de dire voilà, moi il y a une marque qui a misé sur moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, dans les demandes qu'on reçoit, on reçoit des trucs, enfin moi qui me paraissent parfois un petit peu aberrants. Il y a de plus en plus de demandes parce qu'on a aussi depuis quelques années créé de plus en plus de sponsorisés.
puisque la communication ayant évolué vers les réseaux. Les marques sont responsables de ça. Ça s'est éclaté. Elles ont sponsorisé à tire-larigot pour avoir de la visibilité sur les réseaux. Et il y a eu des accès au sponsoring très faciles. Alors, avant d'être sponsorisé dans de nombreux sports, faut s'entraîner énormément et il faut être très assidu. C'est un entraînement quotidien, des fois bi-quotidien. Et avant d'avoir de la gratuité ou l'accès à des prix, c'est très très compliqué. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, JC, je ne sais pas ce que toi t'en penses, Gaël, mais c'est qu'à un moment donné, avec l'explosion d'Internet, du digital et des réseaux sociaux, les marques ont, à un moment donné, comme toutes les marques d'ailleurs, pas seulement dans la pêche, étaient un peu pris de court, et elles ont eu envie de combler ça en sponsorisant pas mal de gens, pour pouvoir prendre la parole sur les réseaux sociaux. Il y a eu plusieurs phénomènes. Il y a eu plein de marques qui ont émergé aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu, avec le phénomène street fishing aussi, on a eu le sponsoring de jeunes qu'on n'avait pas avant, par exemple. C'est-à-dire que c'est le marché de la pêche aussi qui a évolué. C'est-à-dire que les marques se sont mises à développer toutes beaucoup plus de matos différents. On a été chercher pas mal de pêcheurs pour chaque thème, chaque thématique qu'on voulait lancer. Et pour le coup, on a eu vraiment cet afflux de sponsoring, de sponsorisés. Du coup, de manière un petit peu désorganisée. Et ça s'est inscrit dans les yeux des plus jeunes comme quelque chose de possible. Ça l'est, mais comme de quelque chose presque normal. Or, c'est des jeunes ou des débutants qui commencent directement par la pêche au leurre et qui veulent tout de suite posséder des choses et être reconnus en tant que bons pêcheurs. Or, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. On a tous commencé par pêcher tous les poissons qui se proposaient à nous. Parce que ce qu'on aime avant tout, c'est la pêche, c'est le poisson, c'est trouver des solutions, c'est lire l'eau, c'est comprendre, avoir le sens de l'eau. Tout se donner avant de recevoir. Oui. C'est-à-dire que certains en gagnant des compétitions, d'autres en écrivant des articles dans la presse ou en faisant des films, d'autres en ayant un blog sur la pêche du bar ou autre, mais on a tous fourni un contenu avant de recevoir quelque chose. Ouais, bien sûr, et là, on est dans la dynamique inverse où on dit je ne sais pas trop ce que je peux fournir, mais je voudrais bien. Bien sûr. Après, la communication est en train de changer. Je sais que j'ai été contacté cette année, moi, par une marque qui me proposait, qui me dit voilà, on vous propose, on vous envoie les produits, vous allez au bord de l'eau, vous faites une vidéo, le truc, tu l'as jamais utilisé. C'est ce qu'ils appellent l'unboxing, là, maintenant. Donc, c'est une mode sur YouTube, mais. Et vous en faites la promotion. C'est quand même délirant. C'est-à-dire que là, on va filer des trucs à des mecs. Il y en a qui vont dire oui, forcément. On va filer des produits que le mec a jamais utilisés. Il va aller au bord de l'eau, il ouvre le blister, il le lance et il va t'expliquer comment s'en servir. C'est-à-dire que là, déjà. Une contrepartie, je suis désolé, ça va être très indiscret comme question. Il y avait une contrepartie financière à la proposition. Il y avait une contrepartie financière. Bah oui, donc, en fait, on achète la crédibilité de Gaël pour vendre le produit. Et voilà, le truc, il est là. Et là, tu te dis, on se perd. C'est-à-dire que nous, on a fait beaucoup de compétitions. C'est ce qui a permis d'avancer, on va dire. Et on a toujours dit avec quoi on pêchait. D'accord, clairement, sans détour. Non, mais pas à toi. Je parle aux gens qu'on aime bien. D'accord. Mais le jeu, il a que ce soit de notre marque ou d'une autre. Exactement. C'est-à-dire que si tu n'as pas le leurre dans ta marque, tu vas pas l'inventer. Ah, bien sûr. Et au niveau crédibilité, tu vas dire, j'ai pêché avec ça, voilà, c'était comme ça, les poissons, ils étaient là. Et c'est comme ça que tu arrives justement sur le temps à fidéliser les gens. Mais si tu commences justement à dire, ça, ce qu'est la tendance actuelle dans ce sponsoring facile, c'est d'apporter aussi un retour qui est facile pour le pêcheur. Il a cette dotation facile et il apporte un retour facile. Ouais. On dit regardez, j'ai cartonné avec ça. On y va un peu tout vers le bas, quand même. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Ça tire vers le bas. Exactement. Et c'est pour ça que le tri, il est important à faire et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de portes qui s'ouvrent. Ouais, et c'est pour ça aussi, on parlait des candidatures qu'on reçoit, principalement par mail, les réseaux sociaux et tout ça. Il faut savoir que pour la très grande majorité des marques, les personnes qui rentrent dans les équipes, c'est des personnes qui sont déjà connues, identifiées et souvent contactées par les marques. Et très peu souvent, en fait, des réponses favorables aux candidatures spontanées qu'on reçoit de personnes qu'on ne connaît pas. Ah oui, c'est trop sensible pour une marque de prendre une personne qui va... Finalement, tu reposes toute ton image sur un groupe de personnes. Si tu mises sur quelqu'un dont tu n'es pas sûr, c'est une mise en danger quelque part. Sur des marques installées, oui, je comprends, mais peut-être que pour les jeunes marques, parce qu'elles tu parlais, je crois, Gaël, tout à l'heure, peut-être pour les jeunes marques qui veulent se lancer et qui ont besoin très vite d'avoir de la communication, ce tri-là peut être fait de manière un peu moins rigoureuse et du coup, ça donne quelques... Mais les pêcheurs qui s'impliquent, les pêcheurs qui partagent leur passion, on les connaît via les magasins, via les concours, via le bord de l'eau. Ceux-là, on les connaît déjà. Donc souvent, quand
enfin, les sponsorisés, ils sont avant tout choisis dans ceux qui font déjà du boulot sur le terrain. Je ne parle pas du boulot que vis-à-vis des marques, pas du boulot vis-à-vis de la pêche aussi. C'est-à-dire qui partagent, qui vont à la pêche, qui sont actifs. Bien sûr, mais tu seras d'accord avec le fait que, on le mentionnait plus tôt, dans la pêche, comme ce n'est pas un sport qui est jugé par une cotation précise, tu peux te cacher longtemps. Parce que tu peux te créer une image de toute pièce, d'accord, au travers des réseaux. Ouais, bien sûr. C'est possible. Bien sûr, mais après, ce dont on parlait aussi avant, c'est quelqu'un qui va prendre des super poissons, mais qui va pas savoir le mettre en avant et pas savoir le partager. Il a beau être le meilleur pêcheur du monde, quelqu'un qui est un pêcheur moyen, qui en prend moins, mais qui est capable de le partager, de faire des photos, de l'expliquer, va être beaucoup plus intéressant pour une marque que quelqu'un qui peut être très bon, mais qui ne partage pas. Il se cache avec la complicité de la personne qui gère ses sponsors. Enfin, oui, ou alors la personne qui gère les sponsors n'a pas forcément une perception fine. Ouais, ou pas assez impliqué, ou trop loin du milieu. Mais si vraiment tu connais le truc, tu te trompes pas trop, je pense. Non, c'est certain. Pour terminer, un conseil aux, je vais dire jeunes pêcheurs, mais ça peut s'adresser d'ailleurs aller à la pêche, pêcher pour la pêche, pêcher pour les poissons. Ceux qui ont envie d'être sponsorisés, ceux qui se disent ça serait quand même cool, si j'étais sponsorisé, ça représente quelque chose pour moi. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Parce que c'est pas encore à peu près les mêmes conseils. Et puis si ça doit arriver, normalement c'est une marque qui va venir vers eux. Et s'ils sont très attirés, s'ils ont des affinités avec une marque, moi je dirais pour moi le point important, il est là, c'est une communauté. Si vraiment ils se sentent proches d'une marque, à ce moment-là, qu'ils s'engagent vers cette marque en fournissant du contenu, en faisant ce dont ils sont capables, sans forcément se forcer, mais en apportant un peu de visibilité, si la marque vient me chercher, en restant objectif, exactement, en restant en accord avec soi-même et savoir si le projet dans lequel je vais m'inscrire va me convenir et est-ce que je vais être légitime dans ce que je fais. Voilà. Et ne surtout pas taper à toutes les portes. Parce que ça a vraiment pas de sens. On se porter les couleurs d'une marque. On se connaît, donc à un moment ça se recroise et là c'est pas bon, quoi. Bien sûr. Un autre conseil ou ils ont tout dit? Je trouve qu'on a bien cerné le truc, donc. On va pouvoir enchaîner avec le crankbait. Exactement. Allez, on va enchaîner avec le crankbait. Et voilà, petit conseil pour vous si vous voulez être sponsorisé. Il vous surveille, les garçons. Soignez votre e-réputation. On passe au crankbait dans le Fishing Club. Retour sur le plateau du Fishing Club où Samir Kerdiou nous a rejoint. Salut Samir. Salut. Ça va? On va parler du crankbait, pour ça que tu es revenu. Sujet très intéressant d'ailleurs. Très intéressant, mais on va se lancer sur Soler qui semble redécoller ou décoller en France puisque les ventes se portent bien. Sur Soler qui a l'air comme ça d'apparence et d'usage assez rudimentaire. On va essayer de faire le point pour comprendre les petites subtilités de ce bonbon qu'affectionne tout particulièrement Jean-Christophe David. On va commencer... Ah bah si, c'est ton sujet le crankbait, si. On va commencer avec le point historique. Ça faisait longtemps. C'est comme d'habitude, tu as une minute, mais on peut pas échapper au sourire sur les lèvres et tout. Ah ouais, tout le monde t'attend là. L'histoire du crankbait, s'il te plaît. Alors, l'histoire du crankbait, ça commence en 1916 en Indiana, encore une fois, avec 3 potes qui pêchent beaucoup avec ce qu'ils appellent des plugs. C'est des leurres en bois qui restent plutôt sur la surface et ils ont l'idée d'y adjoindre une pièce métallique pour le faire plonger et lui apporter ce qu'ils appellent à l'époque wiggling, maintenant on dit wobbling, pardon. Et du coup, ils mettent une petite pièce métallique devant et ils commencent à en vendre et ils commencent à en exporter un maximum. Ils commencent à prendre des poissons aussi. Beaucoup, et notamment le record du monde du largemouth bass en 1932 par Perry, qui est pris sur un leurre creek chub. Voilà. Bravo. Et pour les crafters qui nous regardent, c'est la même société qui, dans les années 20, a mis un, comment on dit, patent, c'est quoi? Un brevet. Un brevet, merci. Un brevet sur... ouais, exactement. Désolé. Ils ont mis un brevet sur l'aérographe et la manière de poser les écailles sur les leurres en utilisant un filet. Ok, mais là-dessus, on s'éloigne un peu du crankbait, non? C'était la société Creek Chub, il fallait en parler. Bon, bah, t'as réussi ton point historique en moins d'une minute, bravo. Donc il a l'air, je disais tout à l'heure, assez rudimentaire ce leurre, pas forcément par sa forme et son allure, mais la manière de l'utiliser. Pour beaucoup de pêcheurs, le crankbait, ça se lance et ça se ramène. Paraphraser quelqu'un. Vas-y, dis-le. Ça, c'est pour David Dubreuil. Tu lances et tu moulines. C'est son leurre favori.
tu lances et tu moulines. C'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de subtilité avec ce leurre. J'ai l'impression que les gens font surtout attention à la taille de la bavette, à son inclinaison, et c'est tout. Or, il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte. Pourquoi est-ce que, selon toi, c'est un leurre plus subtil qu'il n'y paraît? Parce qu'en fait, on va pas l'utiliser... On va pas... Vas-y. Si vous avez un dîner un mercredi soir, il sera un plaisir de venir vous parler du crankbait. Et on fera un film dessus. Voilà, peut-être. Parce qu'en fait, on l'utilise à différents endroits en fonction de la taille de la bavette et surtout en fonction du cover que tu vas pêcher et des températures de flotte. Ok. Est-ce que c'est un leurre pour aller taper dans quelque chose forcément, ou est-ce que des fois ça vous arrive de prospecter et de pêcher l'eau avec? C'est l'idée centrale de la pêche au crankbait. Dans toutes les vidéos, dans toutes les bouches des Américains qui pêchent au crankbait, le mot qui revient, c'est deflection. C'est l'idée de venir avec un leurre taper dans un obstacle pour vers les casser. Français. Pour le coup, ça c'est pour les Américains. Pour les casser. Okay. Pour casser cette nage linéaire. Pêcher l'eau, c'est-à-dire lancer, ramener, dans 99% des cas, ça n'a pas de sens. Ça prend du poisson pourtant. Ça prend, mais ça veut dire que tu pourrais le prendre avec autre chose. Ça n'a pas réellement de sens. De pêcher plein eau comme ça, avec un crankbait, pour rester à une hauteur d'eau à la limite. C'est pour rester à une hauteur d'eau. Pour rester à une hauteur d'eau. De ce côté-là, d'être sûr d'être c'est un sens. Mais le problème, tu pêches à une certaine hauteur d'eau, mais tu t'exposes au décroché parce que tu pêches avec un leurre qui a des triples. Or, à ce moment-là, je préfère utiliser un swim bait ou un soft swim bait pour rester à une hauteur d'eau. Avec un triple dessous. À la profondeur définie avec un swim bait. Là, si tu as un courant pas trop fort qui ne va pas te les désexer, si tu prends un leurre qui plonge à 4 mètres, que tu as le bon fil dessus pour ne pas brider sa nage et tout, s'il y a 5 mètres d'eau, tu vas rester à condition d'avoir le bon ratio, la bonne longueur de canne, tu vas rester dans 4 mètres d'eau. Tu n'arriveras pas à le faire avec un autre leurre. Même avec impossible. Beaucoup de pratique et un bon feeling, garder son leurre dans une profondeur donnée, à 1 mètre au-dessus du fond, c'est de l'art, ça. C'est très compliqué, quoi. Alors attendez, j'aimerais juste qu'on se mette tous d'accord ou pas d'ailleurs sur le point de JC. Est-ce que vous l'utilisez comme lui, essentiellement pour aller taper quelque chose, que ce soit des branchages ou des cailloux? Je l'utilise comme je l'ai appris et comme 100% des Américains le font. C'est l'essence du leurre. C'est le textbook du truc. C'est comme ça que ça s'utilise. Moi, je tape souvent dans les obstacles. Toi, tu l'utilises beaucoup en mer. Moi, en fait, je vais aller dans des champs de laminaires. Je vais aller vraiment dans des endroits où il y a du goémon, des choses comme ça. Et je vais vraiment utiliser sa faculté à pas s'accrocher. Et puis, ce côté-là où il change de trajectoire complètement. Et je le vois sur le bar. C'est un truc de fou. Quand j'ai des contacts, des fois sur la première partie de la récupération, le fond est un peu plus important qu'où je passe. Et puis je vais avoir un contact, mais c'est dans 95% des cas, c'est la demi-seconde après qu'il est touché. Quand il change comme ça, j'ai la carte. C'est l'impact, c'est génial. Sur le fond, c'est extraordinaire. Donc et tu rejoins JC là-dessus. Oui, alors tu ne l'utilises pas en mer pour quadriller une zone ou... Ça m'arrive, mais j'essaie toujours de trouver, si je peux, la profondeur de nage où je vais pouvoir aller taper le fond parce que ça déclenche plus de touches dans ce cadre-là. Voilà. Mais c'est pas la seule façon de l'utiliser. Je fais les deux, c'est-à-dire que. Mais tu fais les deux à 50-50 ou c'est anecdotique quand tu l'utilises et que tu veux rien toucher pour pêcher l'eau? Non, là où j'utilise le plus, c'est justement quand il y a le fond, des débris végétaux, des choses comme ça, et que je veux pas trop récupérer et puis taper les débris. Mais après, par contre, quand j'ai une profondeur de nage que je veux imposer à mon leurre, c'est cadeau avec un crank. C'est-à-dire que tu passes vraiment dans la bonne couche et ça permet de pêcher plus vite, d'appeler les poissons de plus loin qu'avec un soft swim bait, comme il dit là. Franchement, ça a un potentiel d'appel. Il peut y avoir des billes dedans, ça bouge beaucoup plus d'eau, je pêche plus rapidement. Donc, mais pour prospecter un truc systématique à une profondeur donnée, il n'y a pas mieux qu'un crankbait. Et effectivement, même s'il est très bon à taper les obstacles, c'est aussi un super outil de prospection. C'est un super outil de prospection, mais encore une fois, tu as une nage qui est linéaire rectiligne, donc tu es obligé, toi, de lui donner vie ensuite avec ta canne. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais pas ça. Ouais, ça prend du poisson même tout droit. Moi, je fais tout droit. Tu l'animes, tu le ramènes et tu l'animes. L'idée, c'est de casser la nage. De temps en temps, tu vas changer la vitesse de récupération, tu vas mettre ta canne soit à gauche, soit un peu plus haut. Après, ça dépend à quelle profondeur tu veux le faire évoluer. Mais c'est un truc qu'il faut vraiment casser un maximum. Ok. Et ça, c'est constant. Pourquoi t'en prends pas un qui nage mal dès le départ? Mais tu sais que l'idée, en fait, de beaucoup, c'est notamment il y a des crankbaits là. Le but, c'est de trouver des leurres qui ont été presque ratés au moulage
des fois, pour que la nage, elle soit cassée. C'est-à-dire que le leurre nage, et dès qu'il va toucher, fouf, il va partir. Ils appellent ça l'action de hunting. Et ça, c'est incroyable. Mais par rapport à un leurre qui nage de manière rectiligne, ça prend plus de poissons que les autres. Et ça, c'est ultra recherché là-bas aux États-unis. Sylvain, tu les mauvais leurres marchent pour le black bass. Pour le black bass. C'est le point important quand même. Bien sûr, sauf que pour la perche, je l'ai fait aussi. Oui, et ça marche de la même manière. Mais si tu pêches pour pêcher des brocs ou pour pêcher entre deux eaux. Même les cendres en lac de barrage, quand tu fais le long d'une pente, là, des fois sans toucher, là, tu les prends bien. Quand les poissons sont suspendus, notamment à la belle période juin, juillet, on va parler des lacs du Massif central, hein. On ne les prend pas de tapant par terre. Hein. On jette sur la bordure, c'est des grandes falaises, les poissons suivent et prennent dessous le bateau dans 4 mètres d'eau. Donc là, tu touches rien, tu vas chercher ta profondeur. Tu touches rien, bien évidemment. Okay. C'est de la profondeur qui fait que tu... Non, mais tu fais vraiment tu peux pas toucher, de toute façon. À ces périodes de l'année-là, c'est vraiment le fait de pêcher de cette manière qui fait la différence. Tu vas essayer n'importe quoi d'autre, tu vas prendre 20 à 2 et c'est réglé, quoi. Ouais, mais encore une fois, je n'ai pas dit que c'était impossible. J'ai juste dit que... Je t'ai pas parlé de dans 98% des cas, c'est... Ça n'avait pas de sens, t'as dit. Comment tu as dit exactement, ça n'a pas de sens. Donc, tu es jugé pour ça. Voilà. Tu es jugé pour ça. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il prend vraiment toute sa dimension quand tu vas taper un obstacle. L'idée de se dire... et je pense que le fait qu'en France, il y ait peu d'intérêt pour ce leurre-là au départ, c'est que... Ça monte apparemment. Ouais, ça monte, mais au départ, c'est parce que on se disait, ouais, c'est le leurre de power fishing par excellence. Donc on le prend, on le lance, on le mouline comme un malade, et puis pim, ça prend du poisson, c'est pour des ou pas. Et souvent, ça prend pas de poisson parce qu'on ne le pêche pas là où il faut. Sylvain, tu reviens il y a quelques semaines, quelques mois déjà. Tu reviens d'une compétition dédiée uniquement à ce leurre, la Crank Cup, qui s'est déroulée aux Pays-Bas, c'est ça? Ouais, c'était aux Pays-Bas. Donc là, le principe, c'est simple, c'est crankbait only. Tu as le droit d'emmener sur le bateau que des crankbaits. J'ai adoré le format, c'était super chouette. Et tu as un exercice imposé qui est de prendre les 3 espèces, la perche, le brochet et le cendre, uniquement au crank. Donc autant c'est courant de faire brochet et perche au crank, autant pour le cendre en pleine journée, ça demande un peu à se casser la tête. Donc c'était vraiment sympa, ouais. Les bavettes, on n'en a pas parlé, évidemment, différentes bavettes, différentes tailles de bavettes. Ouais. Vous avez des préférences ou elles sont toutes faites pour quelque chose de très précis? Moi, j'aime bien les square bills en général. Dès qu'il faut pêcher dans peu d'eau, j'aime beaucoup. C'est ça, là. Square bill, bavette carrée. Ça, c'est vraiment le 4x4 des crankbaits. C'est-à-dire qu'il va passer... Alors, tu ne vas pas pêcher profond avec ça, parce que c'est une bavette courte. Tu vas pêcher jusqu'à 2 mètres. Voilà, c'est ça, maxi, en fonction de la ligne que tu utilises. Et lui, tu vas vraiment le faire rentrer dans les obstacles pour qu'il passe. C'est très trapu, ça bouge beaucoup d'eau. Ça prend bien les brochets, je trouve. Ouais. Et tu vas l'utiliser dès que l'eau commence à être au-dessus de 12 degrés. Là, ça va commencer à être efficace. En dessous, c'est plus compliqué. Gaël, t'aimes ça aussi, les square bills? J'aime bien tout, j'aime bien... prendre des touches. J'aime bien, ouais. Si c'est ce qu'il faut, je vais le faire. Je pêche beaucoup au square bill, moi, sur les herbiers. Là, c'est un truc que j'adore. Pêche de printemps, là, dès que tu as des herbiers qui sont un peu durs en plus, là, tu vas vraiment pouvoir passer dedans. Et ça a le mérite, c'est ce que je regarde beaucoup, moi, là, donc la bavette, là, forcément, mais après, je regarde beaucoup le volume qui va déplacer, tu vois. T'aimes bien qu'il y en ait beaucoup ou pas? Ça dépend des... Quand l'eau est trouble ou quand je pêche dans un milieu fermé, j'aime bien que ça bouge beaucoup d'eau. Donc plutôt des rondouillards. Un truc plutôt rond. Et par contre, si je pêche avec de l'eau claire et que l'eau est froide, par exemple, et que les poissons sont soit froides, soit vraiment clairs et que je veux jouer sur la silhouette, je prends plus des flat side, des endroits, des cranks plats, c'est ça, ouais, pour vraiment envoyer des flashs plus que bouger de l'eau. Je m'adresse plus aux yeux qu'à la ligne latérale dans ce cas-là. Samir? On est à peu près dans le même raisonnement. À part que moi, les formes moins trapues, je vais encore plus les utiliser là où il y a du courant, là où il y a des zones un peu plus soutenues. Que les formes trop trapues, je trouve qu'elles tirent un peu trop sur la canne et au bout d'un moment, ça devient un peu pénible. Ouais, moi, en mer, je creuse quand même pas mal. La plupart de mes résultats, je les ai sur des cranks qui plongent à 3 mètres et plus, entre 3 et 6 mètres.
Là, il y a des modèles qui plongent de plus en plus profond aujourd'hui. Ça plonge quasiment à 10 mètres. Ça. Ouais, voilà. Ça doit bien descendre, ça. Alors, j'utilise des modèles un peu plus petits quand même. Mais du coup, pour avoir des crans qui descendent aussi profond, souvent on est sur des bavettes qui sont quand même plus arrondies, beaucoup plus longues. Du coup, j'ai un ou deux modèles comme ça où j'ai différents étages. J'ai des déclinaisons qui plongent à 3 à 4 mètres. C'est les deux que j'utilise le plus. Et voilà, avec des profils assez classiques. L'idéal, pour parler de profondeur, de hauteur d'eau et tout, on essaie d'avoir un cran qui plonge environ 50 cm au-delà du fond que l'on voit au sondeur, ou même si on peut très bien pêcher du bord avec ça, il n'y a pas de problème. Et après, il faut avoir le matériel adéquat, on va y venir ensuite, mais c'est très très possible. Qu'est-ce qui, à votre avis, déclenche le plus la curiosité et l'agressivité des carnassiers? C'est le bruit et l'impact, ce qui se passe quand le leurre vient toucher le fond, vient toucher le caillou, par exemple, ou c'est ce changement de direction dont tu parlais et cette variation dans la nage? C'est un tout. Après, la puissance du crankbait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la plupart flottent. Et donc, il y a vraiment cette capacité à bouger beaucoup d'eau avec un corps qui passe si gros. Ouais. Et il y a plein de fois, moi, où j'adore, par exemple, faire des pauses au crank. C'est-à-dire que je vais le faire taper dedans, dans l'obstacle. Et tu le laisses remonter? Et je le laisse remonter un petit peu, quoi. Et tu prends des touches à la remontée? Tu prends des vraies belles touches, quoi. C'est une des techniques. C'est très vrai sur le brochet. Les grosses perches aussi marchent bien, justement, là-dessus. Là. Mais sur les brocs, ils aiment bien. Et j'ai vu des fois... Combien de temps les pauses? Je suis désolé, mais... Il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que la pire des fois que j'ai vu, c'était avec des cranks qui pêchaient à 4 mètres et ils venaient te le chercher, ça, sous la surface. C'est-à-dire qu'on a... Donc toi, tu faisais une pause aussi longue que ça? Non, mais non. Le premier, on l'a pris sur un malentendu. C'est-à-dire que le premier, j'étais avec un pote, là, Maro, il fait un poisson. Et c'est au moment où je vais pour l'aider, donc j'arrête de mouiner mon crank qui remonte et il arrive presque à la surface. Et je vois un brochet qui tourne et pendu. Et pour le coup, tu te dis, ok, je refais la scène pour voir. Et 5 minutes après, j'en prends un autre. Tu te dis, ok, je vais mettre un crank qui pêche à 2 mètres et je vais l'arrêter et ça va aller plus vite. Pas une touche. Tu remettais celui qui pêchait à 4. Donc il fallait l'impact sur le fond. Ouais, en fait, mais le truc, c'est que quand ils remontent, en plus, des fois, ils ont vraiment T'as des cranks qui tournent comme ça en remontant, là, et ils prenaient à ce moment-là. Alors après, je le fais pas systématiquement. En général, c'est une pause, on va dire, d'une seconde et demie, pas plus. C'est-à-dire que je tape, toc, j'attends un petit peu. Mon crank, il sort bien de l'obstacle, et après, comme ça, il va replonger derrière. Mais j'ai vu ce cas de figure, et j'exclus pas que si jamais je le faisais plus souvent et plus longtemps, j'en prendrais davantage. Et c'est valable aussi, moi j'aime bien le faire, ça sur les gros troncs, sur les structures que tu connais, à faire à taper, à attendre, à faire à taper, à attendre, ça marche bien aussi. Et sur toutes les espèces. Et en fait, ce qui est vraiment ce qui est extraordinaire avec ce leurre, c'est que on agit énormément sur le côté agressivité et réaction du poisson. C'est ce qu'ils appellent reaction bait, donc un leurre de réaction. Et en France, j'ai l'impression que dans certains endroits, certains milieux, on a complètement mis ça de côté. Et maintenant, on ne pêche plus qu'à gratter. Comme on entend souvent ça, ah ouais, à gratter, machin. Et du coup, on prend rien. Mais si le poisson, il veut pas mordre, on peut pas faire mordre un poisson qui n'a pas faim. Okay, donc alors si je te suis, ça pour déclencher les poissons quand il n'y a pas beaucoup d'activité. Ça les énerve parce que même s'il vient pas mordre dedans, il va venir taper. Et comme, encore une fois, triple exposé, tu as une chance de l'attraper. Triple exposé, du coup, matériel adapté. Tu voulais parler de ça aussi? Ouais. Et là, ils t'attendent sur le truc. Bien sûr. Alors, les cannes pour parce que là, ouais. Samir, il disait... Là, t'as des full press. On est bien d'accord là-dessus. Allez, vas-y. Alors, pour le coup, on est souvent, en face. Et on en a parlé dans un précédent Fishing Club. On veut toujours, Nico en parlait, des cannes fast ou extra fast avec un carbone qui résonne énormément. Or, là-dessus, ça va avoir énormément de désavantages. Le premier, c'est un problème de confort. Tu prends une nouille, tu prends quelque chose de très mou? Tu prends quelque chose de beaucoup plus souple, souvent avec de la fibre, ou alors un carbone bas module qui va permettre d'offrir un temps de délai. Ce temps de délai là, retardateur, exactement. Ce temps de délai, c'est-à-dire, Nico en a déjà parlé avant, ton leurre, il progresse, ton poisson arrive, il le saisit. Toi, tu ne vas pas sentir la touche tout de suite avec une canne molle, alors qu'avec celle-ci, tu vas la sentir tout de suite. Tu vas avoir l'information directement dans ton poignet. Comme c'est un leurre qui progresse avec des hameçons triple exposés, tu vas avoir tendance à arracher le leurre de la gueule du poisson. Alors que là, il a le temps de le saisir, limite de se retourner. Voilà. Et toi, je crois que Sylvain, il a... Ouais, je fais des bons. Moi, j'ai craqué. J'ai envoyé un... Il est déjà dans le bateau, quoi. Donc, tu fais... Alors, moi, c'est vraiment ma façon de pêcher comme ça aussi. Franchement, pas beaucoup. Au crank, très peu. Après, on pêche pas la même espèce. Soit tu as une approche très spécifique
centré sur le bass à 100%, que je comprends et que je respecte. Hein. T'as pas ce temps de délai. Quand tu pêches, on pêche la plupart du temps multicarnassier, nous. Et si tu as une touche de cendre, même de perche, etc., j'ai pas l'impression que tu aies ces 1000 ans pour ferrer, quoi. Mais il se fait tout seul. Il se fait tout seul avec ça. Il se fait tout seul et ça consolide la qualité de ta touche. Alors, c'est pas l'unique raison pour laquelle je pêche en tresse. Hein. Ça permet aussi d'avoir une meilleure perception et de faire le tri entre les informations qui te parviennent. Je sais ce que je tape dans le fond et je sais aussi que je peux me dégager d'un coup sec d'un herbier et éventuellement le scier plutôt que de ruiner mon lancer, de ramener, enlever l'herbier. Là-dessus, je te rejoins. Moi, je pêche en tresse aussi, mais avec par contre tu pêches pas en tresse sur les cannes absolument jamais. Soft. Jamais. Absolument jamais. Moi aussi, jamais. Il n'y a pas de tresse sur vos moulins. Fluorocarbone et des fois nylon, donc mono. Si je pêche peu profond et que je veux que mon leurre il reste plutôt haut et que je pêche dans moins d'1 mètre là, avec des gros leurres et que je veux que ça aille vite et que le leurre, tu vois, rebondisse à mort. Tu vois, quand les eaux sont chaudes et que les poissons sont très agressifs, j'ai besoin de faire ça. Ouais. Moi, ça m'arrive de mettre une grosse tresse. On fait une tresse un peu plus épaisse pour avoir cette flottabilité et cette raideur de mort là pour casser les arbres. Le problème, c'est que, alors après, tu as ton expérience, hein, mais sur le black bass par exemple qui saute énormément, tu fais ça, tu en décroches beaucoup. Ouais, je pêche très peu le bass, moi. En fait. Mon approche, elle est adaptée pour pêcher les perches, débrocher les sacs. Mais alors, pour revenir à la canne en fibre, il y a d'autres avantages de pêcher avec ça, c'est que ton leurre, il va vraiment travailler de la meilleure des manières. Ici, à chaque fois que tu cranques sur un leurre qui retient énormément de flotte, par exemple comme celui-ci, là, tu as tout le temps un renvoi d'énergie. Donc, ton leurre, il ne travaille pas bien et dès que tu tapes dans un obstacle, tu vas avoir tendance à te planter. Alors que ça, le temps de délai que t'offre cette canne-là, ça va te permettre de l'éviter de bien meilleure manière. Alors, j'utilise pas que des bâtons, hein. Notamment pour les cranks de taille moyenne, j'ai une canne plutôt progressive avec de la tresse. Bien sûr, parce que sinon tu ne pourrais pas le lancer. Avec une voilà, c'est ça, c'est exactement pour ça. Donc, pour le confort, pour la distance de lancer, etc., j'ai une canne un peu progressive, mais mon corps de ligne, ça reste de la tresse. Et je pêche aussi avec une trick, presque trick, notamment pour pêcher avec des square bills un peu gros dans les herbiers pour les brocher. Et je trouve que c'est adapté. Moi, c'est nylon, fluoro aussi, c'est pareil. Et la tresse, vraiment, je ne veux pas en entendre parler. Je suis trop perdu de poisson, trop décroché. Et je vais plus loin que ça. Je trouve qu'elle me donne des informations, comme le disaient Sylvain et Gaël, mais pour moi, elle fait trop de bruit, elle chante trop. Et quand les poissons sont un peu compliqués, un peu tatillons. Pour terminer, je fais un petit tour de table rapide sur l'espèce et la saison sur laquelle vous voulez absolument avoir un crankbait avec vous. Gaël, si tu devais retenir une espèce et une saison. Je ferais brochet printemps, une fois que les herbiers, enfin au mois de début juin on va dire, et puis les perches à l'automne quand même. Ok, donc tu en as mis une deuxième. Je commence pareil, brochet juin, direct. Brochet juin, donc si vous n'avez pas un brochet juin herbier, quand vous arrivez au bord de l'eau en juin pour pêcher le brochet, vous ça, pourrez. Et puis effectivement des cranks de taille un peu plus petite, éventuellement même des qui plongent plus profond, des qui arrivent septembre. Ok. Voilà. Nico, toi en mer, à quelle saison tu préfères l'utiliser? Toute saison ou tu as quand même toute saison quand les poissons sont assez hauts, voilà, c'est très bien pour pêcher des plateaux et quand la profondeur de nage du crank correspond à la profondeur du plateau, surtout les jours où il y a du vent et en bateau de la dérive où ça prospecte vite, les poissons sont assez actifs, c'est top. La saison elle n'importe pas tant que ça en fait. Donc plutôt les journées où il y a du vent et des dérives assez marquées. Ouais. Samir? Pareil, à partir de juin, mais pour le cendre, par exemple, ça démarre là. Et le black, après sa reproduction, à partir de là jusqu'à la fin de l'automne. Ok, il y a juin qui est revenu 3 fois quand même, déjà. Et JC, toi, je vais te demander sur le black bass. Quasiment toute l'année. Après, si je prends une espèce en France comme la perche, je rejoins Gaël, automne. Puis là-dessus, quand tu vas pêcher les grands plateaux aux Pays-Bas, là, tu mets ça. Tu lances, tu sais pas ce que tu vas gauler. Tu sais là, tu fais une perche de 30, le lancer d'après, tu fais, c'est un branque de 90, tu sais pas. Ça pêche bien, ça bouge de l'eau, ça pêche vite. Donc le côté un peu, c'est les pêches ludiques, je dirais, par excellence. Ça intéresse tout le monde au mois de juin, un crank. C'est ça l'avantage. Ok. Bon, au mois de juin, il faudra des cranks dans les boîtes. Même avant. Même avant. Non, là, c'est ouvert. Merci beaucoup les gars d'être venus parler de tout ça sur le plateau du Fishing Club. On va se retrouver très bientôt. Évidemment, vous laissez vos avis, vos commentaires
sous l'émission, dans l'espace qui est dédié pour ça. Ils vous répondront. Si vous êtes pour la Tresse, tapez 1. Si vous êtes pour le Nylon, tapez 2. Si vous êtes contre Sylvain... Non, merci beaucoup, Jean-Claude David. Ou JC Vandamme, je ne sais plus. Ça, tu couperas. Thomas, tu couperas. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt sur le Fishing Club. À bientôt.